Zbor deasupra unui cuib de coach. Randevu despre învăț și dezvăț în ale vieții. Cu coach Mirel Bran și Monica Grigoriu. O emisiune oferită de BRD, Grup Societe Generale. Bine vă regăsim la o nouă ediție a emisiunii Zbor deasupra unui cuib de coach. Sunt Mirel Bran și timp de o jumătate de oră vă propun să rămâneți printre coach. Astăzi vă propunem o ediție specială în limba franceză. Avem în studioul RFI România pe François Marchand, director de resurse umane la Auchan România. Face treaba asta din 2005, dar în România a sosit în 2002, unde a lucrat pentru Cora România. Cunoaște bine Europa de Est, întrucât în 1998 a părăsit Franța pentru Ungaria, de unde a venit în România. François Marchand lucrează și trăiește în România de 17 ani, suficient de mult ca să facă din ea a doua sa patrie. S-a implicat în multe proiecte, este consilier comercial al Franței, consul onorific al Madagascarului în România și vicepreședinte al Liceului francez Ana Denoaie din București. Este de asemenea un vânător pasionat și un îndrăgostit de România. L-am invitat în studioul RFI pentru a vedea România prin ochii lui și cred că ne va surprinde. Vom continua această emisiune în limba franceză. François Marchand, soyez bienvenue dans le studio RFI Roumanie. Ça fait déjà 17 ans que vous êtes basé en Roumanie et je suppose que vous avez eu le temps d'en faire votre deuxième patrie. Je vous ai invité à faire cette interview pour permettre à nos auditeurs roumains de découvrir ou redécouvrir leur pays à travers le regard d'un Français qui a une vraie histoire avec ce pays. Racontez-nous un peu qui vous êtes, qu'avez-vous fait en France et comment avez-vous mis les voiles en direction de l'Est, notamment en Hongrie puis en Roumanie. Votre introduction a été bien faite, j'aurais certainement pas fait mieux. Mais en fait, très rapidement, j'ai atterri à Budapest j'avais 25 ans pour une entreprise d'hypermarché où c'était vraiment l'expansion du modèle d'hypermarché en Europe de l'Est. Et le hasard de la vie m'a fait atterrir à Budapest, ensuite à Szeged, Miskolc, Budapest et chez les extraterrestres quoi. Enfin, pour nous, vu la langue qu'ils parlent, nos amis les Hongrois, ouais, ça nous fait cette langue. Ouais, certainement. Mais vous savez, j'ai la chance de parler le hongrois et c'est une langue magnifique. Là, je vous envie, hein, parce que apprendre une langue aussi différente des langues qu'on connaît nous ici. Je vous assure. Et c'est une langue qui, avec ses préfixes, suffixes, paraît tellement mathématique qu'elle rend impossible l'usage de métaphores. Et en fait, pas du tout. C'est vraiment une langue d'une grande richesse. Le peuple est assez hermétique, ça je veux bien le reconnaître, et d'ailleurs pour préserver à moins de 10 millions d'habitants une langue aussi fermée... c'est un exploit. Ouais, c'est un exploit, il faut vraiment avoir du caractère, donc les Hongrois ont du caractère. Et j'y ai passé près de 5 ans, et la Roumanie s'ouvrait, et on m'a proposé de faire partie du voyage. Je suis arrivé ici le 13 septembre 2001, à Otopeni. C'était bien différent de Budapest, avec quelques lettres d'écart, mais pourtant deux mondes différents. Et les copains hongrois ne comprenaient pas pourquoi j'allais en Roumanie. Et je me souviens, je suis arrivé j'ai dû être parmi les premiers clients de l'hôtel Ibis à la gare du Nord. Alors il faut se remettre un peu dans l'environnement. La gare du Nord en 2001, c'était quelque chose. Voilà, et puis de là a commencé une vraie belle histoire. Voilà, puisque je suis arrivé premier voyage en 2001, j'ai déménagé avec ma famille en 2002. Mon premier fils avait moins d'un an. Mon deuxième fils est né ici. Et c'est un peu comme dans le film des Ch'tis. La Roumanie, vous pleurez quand vous arrivez, et je suis sûr que je pleurerai beaucoup quand je partirai. Bah, c'est joliment dit. Pourquoi ce pays vous ferait pleurer autant? Qu'est-ce que vous avez trouvé ici et vous n'avez peut-être pas trouvé ailleurs? Je ne sais pas. Qu'est-ce qui vous attache à ce pays? Le peuple, les gens, la culture, la relation qu'on peut avoir avec les gens. Beaucoup de choses concrètes, beaucoup de choses abstraites. C'est un pays qui est plein de paradoxes, plein de richesses. Habituellement, les copains roumains disent qu'ils sont latins et fiers d'être latins.
moi, je trouve qu'on a aussi une grosse dose d'Orient à Bucarest. Mais c'est un peu l'effet trompeur qu'on peut avoir ici parce quand on vient de l'Ouest, parce qu'il y a des éléments de culture occidentale, européenne, et puis des éléments de culture orientale qui sont imbriqués les uns dans les autres. Puis parfois c'est un peu trompeur parce que on peut avoir l'impression quand on vient de l'Ouest, quand on est dans un pays plutôt familier, qui fait partie de la famille européenne, même si c'est plus pauvre qu'à l'Ouest, où on est quand même dans un pays en Europe. Et puis il y a des moments où tu te rends compte que ça se passe pas comme à l'Ouest, il y a quelque chose qui tourne autrement. Vous pouvez nous raconter un peu ce côté oriental de la Roumanie, comment vous ressentez, ou dans quel contexte vous l'avez ressenti ou... Dans la relation avec les gens, la relation qu'ont à Bucarest en tous les cas, elle est très riche, elle est très mobile, elle est très dynamique. Elle n'est pas du tout statique, pour faire une analogie à une discussion que j'ai eue avec un copain sur les langues. Mais on sent bien cette dimension orientale. Après, vous avez la musique, vous avez l'alimentation, parfois l'architecture. C'est très, très spécial. En tous les cas, pour moi, Bucarest a été un choc, parce que c'est un mélange de tout. Et alors, c'était un peu comme manger un super dessert dans un emballage pas très chouette. Parce que Bucarest en 2001, c'était pas joli. Et trouver la beauté en 2001 de la ville, il fallait vraiment se focuser sur les gens. Parce que la beauté de cette ville, c'était les gens. Zbor deasupra unui cuib de coach, cu coach Mirel Bran și Monica Grigoriu. Monsieur Marchand, les Roumains n'ont pas une très bonne opinion de leur pays. Vous avez un regard sur la Roumanie qui a le bénéfice de la distance en même temps. Vous venez d'une autre culture et cela vous donne peut-être l'avantage de voir en Roumanie des choses que les Roumains ne voient pas eux-mêmes. La Roumanie, c'est quoi pour vous en fait? C'est une question difficile à aborder en une demi-heure, mais je vous ai dit, d'abord, la Roumanie, c'est son peuple. Et le peuple roumain est un peuple extrêmement sympathique. En tous les cas, moi, les gens que j'ai rencontrés, à chaque fois, j'ai fait des belles rencontres, indifféremment de la position des gens, du job, de leur richesse. À chaque fois, il y avait quelque chose. Et ça, c'est pas rien. Ensuite, le paysage, j'ai vu des choses qui m'ont totalement ému en Roumanie. Et il y a des parties que j'ai pas encore visitées en 18 ans. Mais le lac, alors j'ai toujours du mal à prononcer, voilà, j'arrive pas à reproduire. Là, c'est difficile à prononcer. Ah oui, j'ai pas réussi. Mes amis français me font toujours rire en tant que Roumain quand ils essaient de dire j'arrive pas. Et ce lac, c'est des choses absolument incroyables. Le lac, c'est dingue. Quand vous descendez, il y a des rochers, vous avez l'impression qu'il y a un géant qui a joué avec des rochers, qui les a balancés au-dessus des nuages. C'est à couper le souffle. La beauté du paysage, c'est vraiment dingue. Alors moi, je suis très montagne. Avec la chasse, j'ai eu l'occasion d'aller à plusieurs endroits sur les Carpates. Et à chaque fois, c'est des paysages différents. C'est-à-dire, vous allez à Voinès, c'est un environnement. Vous allez à Făgăraș, à Sămbăta de Sus, qui est aussi à couper le souffle, près des Halles, qui est à chaque fois des biotopes différents, alors que c'est la même chaîne de montagne. J'ai eu ce sentiment très fort quand je suis allé dans le delta du Danube. J'ai tourné un film là-bas, donc j'ai passé pas mal de temps à courir après les chevaux sauvages. C'était vraiment fascinant. Mais pendant quelques semaines, j'ai vraiment eu le sentiment d'être dans un autre pays, presque sur un autre continent, C'était tellement différent du reste du pays. Et j'ai trouvé qu'en effet, c'est très riche. La Roumanie est un pays très riche de cette diversité de paysages, de culture locale. C'est fabuleux. Ouais, c'est top. C'est vraiment top. Et je vous dis, les Carpates, pour moi, la montagne, elle est magique. Et le delta, évidemment, il n'y a pas l'équivalent en Europe. Et dans le monde, il n'y a pas 10 deltas comme celui du delta du Danube. Donc c'est une chance pour le pays d'avoir le delta.
de pouvoir y aller. Dommage qu'on doive mettre 6 heures pour y aller. Et d'un autre côté, c'est peut-être une des raisons pour lesquelles c'est encore aussi bien protégé, c'est que c'est assez difficile d'accès. Donc il faudra trouver l'équilibre entre permettre aux gens de venir facilement visiter une merveille aussi jolie et aussi avoir la sagesse de le protéger pour les générations futures. Oui, c'est vrai que bon, on ne va pas faire l'éloge des infrastructures en Roumanie parce qu'on on n'y arriverait pas. On n'y arriverait pas. On devrait inviter des copains. Mais il y a peut-être, oui, des avantages aussi du fait d'être un peu isolé et pas pris d'assaut par les touristes, comme ça, qu'on voit le cas dans d'autres pays. Enfin, on a pu peut-être préserver quelque chose qui fait une différence. Vous avez dit un mot clé tout à l'heure, chasse. Je sais que vous avez fait une passion pour la chasse. Pour beaucoup de monde qui n'a jamais touché un fusil, c'est une activité étrange. J'aimerais avoir la perspective d'un chasseur sur la chasse, quitte à démolir quelques mythes. Alors, je suis passionné, donc je suis forcément pas très objectif. La chasse, c'est plein de choses. La chasse, c'est déjà une démarche personnelle. Souvent, quand on va à la chasse, on se retrouve seul. On se retrouve seul avec soi-même. Et c'est certainement pour moi un des entrants importants. De pouvoir me retrouver seul. Ensuite, c'est déjà un exploit parce qu'aujourd'hui, à l'heure où l'on vit avec toutes ces technologies qui nous entourent, on est connecté tout le temps sur le téléphone, Internet, je ne sais plus quoi. Être seul avec soi-même, c'est... Alors, je vous assure, c'est un privilège. Je vais vous amener, vous allez voir, on ne capte pas RFI, on n'a pas la data, il n'y a pas de téléphone. Dans les montagnes, il n'y a pas des antennes partout. Il y a toi et les animaux là. Voilà, moi et les animaux, si j'ai de la chance. Mais moi, le paysage, c'est sûr. Et après, les animaux, c'est le cadeau. Et l'animal qu'on recherche, c'est le cadeau suprême. Mais aller chasser, c'est pas aller tuer. Aller chasser, c'est d'abord une démarche pour moi plus spirituelle qu'animalière ou l'envie de manger ou de tuer, quoi. Clairement pas la vie de tuer d'ailleurs. Zbor deasupra unui cuib de coach cu coach Mirel Bran și Monica Grigoriu. Vous avez dit que la chasse, c'est d'abord une histoire d'émotion. C'est quoi cette émotion? Comment ça se passe en fait? Vous partez tôt le matin? Pour ceux qui ne l'ont jamais fait, si on pouvait les aider à imaginer un peu comment ça se passe. Le week-end dernier, j'ai terminé un dîner à 11h30, enfin 23h30. Le lendemain matin, à 2h, je me suis levé. À 2h du matin. Ouais, donc j'ai dormi 2h30. Okay. À 3h, j'étais dans ma voiture. À 4h30, j'étais en montagne. Et j'ai marché pendant plus d'une demi-heure, 45 minutes en montagne, trouver l'endroit d'observation. Donc d'abord, il faut chercher d'abord un endroit pour observer, c'est ça? Moi, j'ai jamais vu un gibier qui se mettait devant un chasseur, qui retirait son pelage et qui disait « Ouh, tue-moi ». Non, ça marche pas. Donc il faut vraiment chercher. Les gens avant ont été observer l'environnement, le biotope, voir quel type d'animaux bougeaient, venaient. En ce moment, on est sur la chasse du chevreuil. Et le chevreuil a la particularité d'être territorial. Donc habituellement, quand vous avez une bébête que vous avez vue une fois, il y a de grandes chances que si vous ne l'embêtez pas le lendemain, il y soit, le surlendemain aussi. Parce que c'est son territoire et s'il n'est pas embêté, il y reste. Voilà. Donc j'allais à la chasse au chevreuil samedi. J'ai pas tué le chevreuil que j'allais chercher. Et pourtant j'ai communié avec l'environnement. J'étais là quand le soleil s'est levé. Et être en montagne, quand vous avez le soleil qui se lève, ça a tombé par terre. Quand vous avez les nuages, vous avez l'impression que les nuages sont en dessous de vous, en fait. Donc, vous regardez en bas, vous avez l'impression d'être à la mer parce que vous ne voyez pas le bas de la vallée. Et pour moi, c'est quelque chose d'essentiel dans mon équilibre. Voilà. C'est une jolie histoire, en fait. C'est comme un roman ce que vous racontez là. J'essaie d'imaginer un peu, de ressentir ce sentiment d'être au-dessus des nuages,
d'être imprégné de cette nature qui nous entoure et qu'on ne voit pas forcément quand on est en voiture ou occupé par nos pensées, le boulot, tout ça. Mais là, quand on est tout seul, on a un seul objectif de chercher un animal. Je pense qu'on a un peu plus de temps pour ouvrir les yeux et voir qu'il y a des arbres, qu'il y a une végétation, qu'il y a un ciel, qu'il y a des chemins sur la montagne, qu'il y a voilà, des choses qu'on ne voit pas forcément quand on y va, peut-être même en touriste. C'est clair, et vous voyez, en vous écoutant, vous dites ouvrir les yeux, mais en fait, c'est plus que ça. C'est ouvrir les yeux, ouvrir son cœur, ouvrir son âme, ouvrir ses oreilles, ouvrir son nez. En ce moment, vous avez tout qui est en fleurs, malgré la pluie qui est tombée ce week-end. Je pense à un copain qui récolte du miel à la montagne, et le pauvre, il est déçu parce qu'il n'y aura pas beaucoup de miel d'acacia, parce qu'il y a beaucoup de pluie et les abeilles n'ont pas eu le temps de récolter. Mais il y a encore des parfums de fleurs, d'herbes qui sont en montagne extraordinaires. Hein. Et à Bucarest, vous ne pouvez pas circuler avec le toit ouvrant-ouvert de la voiture parce que vous avez les pots d'échappement qui viennent à vos oreilles, enfin à vos cheveux plutôt. Et c'est pas agréable. Là, en montagne, vous avez des odeurs, c'est top. Vous entendez les bergers qui commencent à faire bouger les vaches. Enfin, c'est un truc de dingue. C'est magnifique. Donc, et c'est encore très, très, très préservé parce que là où j'étais chassé, en tous les cas, ce week-end, vous n'avez pas beaucoup de population. Les villages sont parfois dépeuplés ou moins peuplés aujourd'hui qu'hier. Et donc, vous vous baladez, vous voyez personne, quoi. C'est top. Bah, c'est top. Et qu'est-ce qui se passe dans cette solitude? Vous êtes vous-même avec la nature. Vous découvrez quoi en vous-même quand vous êtes dans cette solitude-là, dans la nature? Alors c'est très personnel comme question, mais moi évidemment ça me permet de revivre ce que j'ai pu vivre la semaine, les mois d'avant. C'est continuer à réfléchir à des problèmes que j'ai pas résolus, que ce soit personnel, privé ou professionnel. Mais c'est vraiment un moment avec moi, dans un environnement extrêmement privilégié. Et aussi, c'est souvent une question d'équilibre entre mon moi et les autres, parce que quand je vous dis que je suis seul, je suis souvent avec un garde-chasse, en fait. Mais on se parle pas, la moitié du temps, on se parle pas, puisque lui observe, j'observe aussi. Mais on partage un repas, on partage des échanges, on discute. On va ensemble, on marche ensemble. Moi, je fais 120 kilos, donc moi, me balader en montagne, c'est pas simple. Donc lui me motive pour aller chercher. Donc à chaque fois, vous avez cette sensation où quand vous réussissez à récolter un gibier, il y a deux sentiments. Le premier, c'est que le gibier s'offre à vous, en fait. Presque, parce qu'il est là, il n'a pas beaucoup bougé, et il vous a permis d'être dans des conditions de réussite et de pouvoir récolter l'animal. Voilà. Et ensuite, vous avez une autre notion, c'est une notion de mérite. Vu que la nature est belle et sauvage, à chaque fois que vous allez rechercher un animal, en tous les cas l'animal que vous avez imaginé, que vous avez souhaité, vous l'avez à chaque fois mérité parce qu'il vous a demandé beaucoup d'efforts. Voilà, physique et spirituel. C'est intéressant de voir comme ça la rencontre avec l'animal, quoi. C'est une démarche de longue haleine. C'est pas il apparaît, je tire dessus et basta, quoi. Il y a tout ce processus avant la rencontre, quoi. Ah, c'est clair. Et s'il n'y a pas de rencontre, c'est pas grave parce qu'on sait qu'il y en aura une autre. Voilà, moi, j'ai pas réussi à récolter le chevreuil que je cherchais dimanche. Bon, vendredi matin, je prends une journée de congé pour y aller avant que la période de rut commence et que le chevreuil soit totalement préoccupé par son processus de reproduction que j'arriverai plus à mettre la main dessus. Et donc, je pars vendredi matin dans les montagnes avec moi d'abord et ensuite avec le garde-chasse. Zbor deasupra unui cuib de coach, cu coach Mirel Bran și Monica Grigoriu.
Vous avez dit tout à l'heure, ça m'a bien plu, le fait que quand on va à la chasse, on est seul avec nous-mêmes, on a ces solitudes-là qui nous permettent de voir un peu autrement les problèmes qu'on a, les défis, tout ça, on y pense un peu différemment dans cette solitude-là. Et dans le coaching, en fait, ça ressemble beaucoup avec ce qu'on fait dans le coaching parce que d'habitude, nous, quand on est dans une situation nouvelle, on réagit tout de suite avec le mécanisme de survie, quoi. Donc souvent, on se fie à la première réaction. Et dans le coaching, on essaie d'apprendre au client de créer une distance entre la première réaction qu'il peut avoir dans une situation et la décision qu'il va prendre. Et c'est dans cet espace-là qui peut durer peut-être quelques secondes que les choses peuvent changer. Parce qu'il va prendre une décision différente de ce qu'il aurait pris à la première réaction. Dans la chasse, vous avez ce sentiment de créer une distance entre vous, votre vie, ce que vous ressentez, ce que vous pensez. Est-ce que vous voyez différemment les choses quand vous êtes en mode de chasse que quand vous êtes à Bucarest? Ah oui, c'est évident. Et je dirais, alors, quand je vais quand je vais seul à la recherche d'un animal, comme si c'était le cas avec le chevreuil le week-end dernier, il y a clairement cette dimension où on est à la fois seul et on est aussi à la fois maître et responsable de nos décisions. Quand vous faites un tir à 200 mètres, vous n'avez pas le droit de blesser l'animal, donc vous devez être sûr de le tuer et donc de ne pas faire d'erreur et donc d'être dans de bonnes conditions pour faire un bon tir et prélever de manière éthique l'animal. Voilà. Je pense que l'éthique dans la chasse est quelque chose de très important. Et ce qui est rigolo, c'est que quand vous parlez de commerce éthique, de chasse éthique, de posture éthique, tout ça semble un petit peu moderne, mais en fait, quand vous allez dans la campagne, dans les campagnes roumaines et que vous chassez avec des vieux gardes-chasse qui ont 65 ans, je peux vous dire qu'ils sont très éthiques. Pourquoi ? Parce que c'est c'est leur manière de gagner leur vie et donc préserver une faune riche, nombreuse, équilibrée, c'est pour eux une question de survie. C'est pas comme pour moi le fait de me faire plaisir et de me retrouver seul à aller chasser. Non, pour lui c'est il mange de ça, il vit de ça, il nourrit sa famille. Ouais. Voilà. Et donc son intérêt à lui, c'est de préserver une faune préservée. Équilibré et qui puisse permettre chaque année de prélever le bon animal en fonction de la saison de chasse. Vous avez dit un mot clé, éthique. Quelle est la place de l'éthique dans cette histoire de chasse-là ? Pourquoi la chasse pourquoi il y a une éthique dans la chasse ? C'est quoi cette éthique ? C'est la préservation des populations. Donc à chaque fois que vous allez chasser, vous avez un plan de chasse. Le ministère de l'Environnement roumain décide sur les bases des comptages réalisés par les gardes-chasse les années précédentes les quantités de gibier qui seront à prélever par espèce. Et donc le garde-chasse se veille à faire respecter ces plans de chasse. Ensuite, moi je prélève jamais de femelles. Jamais. Voilà. Je prélève soit des jeunes, soit des vieilles bêtes, en fait. Mais jamais une bête en force de l'âge ou jamais une femelle. Jamais. Donc il y a des règles, quoi. Oui, il y a des règles. Et puis après, je pense que les chasseurs s'imposent à eux aussi une éthique. Parce que je pourrais très bien tuer... il est autorisé de prélever une laie, enfin la femelle du sanglier. Mais moi je le fais pas parce que en faisant ça, s'il y a plus de lait, il y aura pas de marcassin l'année prochaine. S'il y a plus de marcassin, il y aura pas de sanglier à tuer dans 3 ans. Donc 3 ans, 4 ans. Zbor deasupra unui cuib de coach cu coach Mirel Bran și Monica Grigoriu. Monsieur Marchand, l'axe de cette émission est l'idée de changement. Pour beaucoup de gens, le changement est un sport assez risqué. Comment on fait pour changer une vie personnelle ou professionnelle ou encore la vie d'une organisation? Par où commencer quand on veut changer quelque chose? C'est une question
intéressante. Je pense que pourquoi changer? Forcément pour mieux. On cherche toujours le meilleur pour nous, le meilleur pour l'entreprise, le meilleur pour notre famille. Donc si on cherche le meilleur, c'est qu'on est forcément conscient de ce qu'on vit aujourd'hui et de ce qu'on est. Donc le changement passe déjà d'abord par, je pense, un exercice de lucidité. C'est joli ça, c'est-à-dire qu'à la base, l'idée c'est qu'on fait un changement parce qu'on se rend compte que nous sommes plus que ce qu'on est en fait. Absolument. Ou en tous les cas qu'on peut être mieux que ce qu'on est aujourd'hui. En tous les cas, c'est ma conviction à moi. Mais je pense que ça peut parler. On ne change pas pour moins bien, on change pour mieux. Et donc, ça impose un travail de réflexion sur ce qu'on est aujourd'hui, ou ce qu'on vit aujourd'hui. Et partir du présent pour construire l'avenir. Il y a un proverbe français qui dit on ne peut pas construire l'avenir si on ne tient pas compte du passé. Alors, l'exercice du passé, c'est déjà loin, et puis c'est pas trop d'actualité où la vérité d'aujourd'hui sera plus celle de demain. Mais déjà, si on analyse correctement le présent pour construire le tout à l'heure ou le demain, c'est chouette. Monsieur François Marchand, vous êtes aussi professeur de judo, ceinture noire deuxième dan. Vous êtes allé loin quand même. Il vous a appris quoi le judo? Le judo, il m'a appris plein de choses. Déjà, c'est un sport de combat. Tout à l'heure, on parlait d'équilibre entre le collectif et l'individuel. Et les gens souvent disent les gens qui font du foot sont plutôt très ouverts parce que c'est un sport d'équipe. Et ceux qui font du sport des combats sont plutôt individuels. Mais en fait, c'est pas vrai parce que quand vous vous entraînez au judo, vous avez besoin d'un partenaire. Donc, même si le collectif se réduit à 2 personnes au moment d'un combat, mais c'est quand même un collectif. Il y a toujours un autre qui est devant. Et donc, moi, ça m'a appris le respect des gens. Vous avez un code moral au judo qui est très fort, le respect de l'adversaire, le respect des autres, c'est quelque chose de fondamental. Forcément, le combat, l'esprit de combativité, la compétition, c'est forcément quelque chose qui reste imprégné. Voilà. Ouais, moi, j'ai eu cette chance de découvrir tôt cette passion pour cet art martial. J'ai eu la chance d'aller en sport-études quand j'étais jeune, et donc faire du sport tous les jours. Que mes heures de sport soient aménagées dans mon emploi du temps scolaire. C'est plein de choses. En fait, j'ai fait mon service militaire avant l'âge en faisant sport-études. Et puis après, vous avez aussi cette transmission. J'ai donné des cours de judo très jeune. Donc, avoir participé à la communauté en donnant envie aux gens, aux jeunes en tous les cas, au judo, c'est sympa. Et puis après, c'est ce que je continue à faire en tant que cadre dans mon métier. Hein. On veut toujours donner envie aux gens de travailler avec nous pour l'entreprise. Voilà, c'est toujours donner envie en fait. Une dernière question, on est déjà arrivé à la fin de l'émission. Vous diriez quoi aux Roumains qui rêvent de partir à l'Ouest parce qu'ils ne font plus confiance à leur pays? Il y en a quand même quelques millions qui l'ont déjà fait. Alors, déjà, je leur dirais de faire ce qu'ils veulent. La liberté, c'est sacré. Donc, ensuite, moi, j'ai de la chance. Je suis un nanti à Bucarest. J'ai une assurance santé. Mes enfants vont à l'école française. Donc, qui suis-je, moi, pour donner des leçons? Je suis personne. Je peux comprendre que quand on va à l'hôpital, à Trifouilly-les-Oies, dans le pays, on soit stressé de voir des infrastructures qui ne soient pas modernes. Et donc, je peux comprendre que parce qu'on a des enfants qu'on pense qu'à l'Ouest, tout est beau, tout est joli, tout est gratuit, et qu'on a envie d'élever ses enfants dans un environnement où l'école est gratuite et de bonne qualité, et les hôpitaux ouverts, gratuits aussi, et modernes. Voilà, je comprends ça. Donc moi, j'espère simplement que demain, en Roumanie, les gens librement reviendront dans leur pays, parce que la Roumanie a besoin de son peuple.
Bel concluzion. Domnule Marchand, vă mulțumim că ați fost alături de noi în studioul RFI România. Dragi ascultători, l-ați auzit pe François Marchand, director de resurse umane la Auchan, un francez pasionat de România care și-a făcut din această țară a doua sa patrie. Vă aștept vinerea viitoare de la 5:30 la 6 și în reluare sâmbătă după știrile de la ora 11. Până atunci, să auzim de bine și opriți-vă puțin ca să aflați unde mergeți. Randevu despre învăț și dezvăț în ale vieții. Zbor deasupra unui cuib de coach cu Mirel Bran și Monica Grigoriu la RFI România, o emisiune oferită de BRD, Grup Societe Generale.